Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Mon nom est Didier Castagne, je travaille donc au service public de Wallonie Mobilité et je suis le fonctionnaire dirigeant de l'étude du plan urbain de mobilité qui va vous être présenté. Je vais prendre mon petit gadget. Voici un petit peu le programme de la soirée. Donc, peut-être vous rappeler très rapidement de quoi nous parlons lorsque nous parlons d'un plan urbain de mobilité. Donc, dans le cadre de la politique de gestion de la mobilité, la région dispose, créée par le décret, donc par la loi régionale, de deux outils qui ont été créés par le décret du 1er avril 2004. Un premier outil qui est ce qu'on appelle le plan communal de mobilité, qui, comme son nom l'indique, gère la mobilité au niveau d'une commune. Et pour les agglomérations urbaines, il a paru tout à fait nécessaire de mettre en place un outil qui s'appelle le plan urbain de mobilité. L'adjectif urbain est peut-être un petit peu trompeur, qui s'adresse aux agglomérations. Dans le cas de l'agglomération de Liège, l'agglomération considérée, c'est les 24 communes de l'arrondissement. L'objectif évidemment global d'un plan urbain de mobilité, c'est évidemment de faciliter nos déplacements au quotidien, de préserver le cadre de vie, d'améliorer la qualité de l'air, tous des objectifs qui paraissent aujourd'hui tout à fait logiques évidemment, avec aussi un lien très fort qui est mis dans le décret, dans la loi, qui est à faire avec les options en matière de développement de l'aménagement du territoire, de développement territorial, puisqu'évidemment, là où on met les activités, là où on développe de l'habitat, ça influence de façon très forte la mobilité et vice-versa. Donc il est important de faire ce lien. Alors, ceci m'amène à parler d'échelle. De quoi allons-nous parler aujourd'hui et de quoi n'allons-nous pas parler? Alors, relève plutôt de l'échelle de la région wallonne entière. Tout ce qui concerne la vision FAST, c'est une vision dont le gouvernement s'est doté il y a maintenant un peu plus d'un an, qu'on vous présentera tout à l'heure. Il y a tout ce qui concerne des outils nouveaux de gestion de la mobilité. Oui, juste. Tous des outils de gestion de la mobilité dont on vous touchera un mot aussi tout à l'heure, qui évidemment n'ont pas de sens à une échelle trop réduite parce que bien entendu, par exemple si on parle de chemin de fer, on ne va pas parler de chemin de fer à l'échelle d'une commune. Il y a les plans infrastructure et investissement de la région en matière principalement routière, mais pas uniquement, qui par définition sont définis à l'échelle régionale. On a tout le processus en cours de réforme du secteur du transport en commun. Je ne vais pas entrer dans le détail maintenant. On a la stratégie définie elle aussi au niveau régional autour du covoiturage, principalement les parkings et tout doucement aussi des bandes réservées au covoiturage qui sont en cours d'installation sur certaines autoroutes. On a tout ce qui concerne l'offre de bus express du TEC. Au niveau de l'arrondissement, c'est-à-dire au niveau de l'échelle du PUM qui nous intéresse aujourd'hui, nous allons surtout parcourir tout ce qui concerne 15 corridors vélo. Et donc en matière de vélo, on va s'arrêter sur, en gros, ce qu'on pourrait qualifier d'autoroute à vélo, entre guillemets, mais on ne va évidemment pas commencer à parler de l'aménagement de tel carrefour ou de telle piste cyclable autour de telle école, bien entendu, ce n'est pas l'échelle. Il y a le projet de tram qui est appelé à desservir le centre de l'agglomération. Il y a tout ce qui concerne la réforme du réseau de bus, plutôt dans le centre de l'agglomération, mais qui a évidemment une incidence partout, puisque par définition, lorsque des mesures de priorité sont données aux bus à Herstal ou à Seraing, elles profitent à tous les bus qui passent par Herstal ou par Seraing, d'où qu'ils viennent. On a les six lignes de train, cette nouvelle offre S dont vous avez sans doute entendu parler. On a aussi un certain nombre de pôles d'échange entre les différents modes de transport autour des autoroutes, autour des axes majeurs de transport en commun, etc. Et on a aussi la stratégie de gestion des autoroutes dont on vous parlera tout à l'heure parce que vous verrez que c'est un outil important. Et alors, ce dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, c'est tout ce qui est vraiment beaucoup plus local, à savoir tout ce qui relève de l'échelle des plans communaux de mobilité. Je le dis d'emblée pour éviter qu'éventuellement des questions vraiment purement locales, on n'y passe pas beaucoup de temps parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Alors, un petit mot sur le calendrier.
parce que le calendrier est quand même quelque chose d'important. Donc nous sommes dans la période d'enquête publique qui a débuté le 12 novembre et qui se terminera le 7 janvier avec une interruption durant les congés de fin d'année. Donc vous avez jusqu'au 7 janvier pour vous exprimer dans le cadre de l'enquête publique. Maintenant, on vous encourage, si possible, à ne pas le faire le 7 janvier. Pourquoi ? Parce que nous avons par la suite seulement 45 jours pour terminer le processus et qu'il y a énormément de choses à faire dans ces 45 jours. Donc plus on peut gagner de temps en amont, en disposant le plus tôt possible de vos remarques, de vos suggestions, mieux c'est évidemment. Néanmoins, n'allez pas trop vite et prenez quand même le temps de prendre connaissance des documents, bien entendu. Alors, je vais passer la parole à Pierre Tacheron du bureau Transitech, qui est un des bureaux qui a travaillé sur le plan urbain de mobilité. Pierre ? Merci, donc bonsoir à tous. On a privilégié une présentation assez courte, la matière est assez dense. Il faudrait, je pense, 2 jours de présentation pour parcourir tout. Donc clairement, on ne pourra pas. L'objectif, c'est de vous montrer la vision, vous montrer les grandes orientations et puis de vous laisser par la suite parcourir via le site internet le rapport en entier ou si vous souhaitez une vision un peu moins détaillée, n'hésitez pas à télécharger la plaquette de synthèse qui résume en une 30aine de pages les éléments fondamentaux de la méthode. Un petit mot sur l'équipe, donc à ma gauche, Sophie Tillemont du bureau Pluris, qui est l'auteur de projet du fameux schéma de développement de l'arrondissement de Liège dont M. Castian vient de vous parler, donc qui est en gros tout le volet territorial, comment l'agglomération, comment l'arrondissement va se développer dans les 15-20 années qui viennent, accompagné de Bruno Bianchet, qui lui est plutôt sur le volet socio-économie, développement économique. Et puis on avait également dans l'équipe plusieurs experts qui sont intervenus, certains pour le volet 2 roues, le vélo est en train de se développer de manière très très forte. Vous retrouvez ici le logo de l'ICED. Et puis Des Villes et des Hommes, qui est un expert qui nous vient de Bordeaux. Bordeaux, qui est une taille de ville relativement comparable à ce qu'on a ici à Liège, qui travaille beaucoup dans des grandes agglomérations d'un demi-million d'habitants et qui venait avec l'œil complètement externe pour pouvoir nous dire attention, là vous êtes peut-être en train de vous fourvoyer sur une voie de garage, élargissez un petit peu vos réflexions, changez d'angle d'approche, et qui vient également avec des retours d'expérience qui soient positifs ou négatifs, parce que parfois on croit Faucon, il n'y a qu'à mettre en place telle et telle mesure et ça suffira à résoudre tous les maux. C'est pas toujours si simple, et donc lui venait également nous aider à alimenter vraiment avec cet œil externe d'expert la réflexion. Alors, dans les perspectives et ce qu'on a comme enjeu stratégique, on a montré un petit peu en clin d'œil tout à l'heure une carte avec les niveaux de congestion routière que vous avez probablement reconnu, qui est la carte qu'on a habituellement avec Google Maps, qui vous donne des infos trafic en temps réel. Petit scoop ce soir, il y a 11 minutes de retard supplémentaire par rapport à un jour ouvrable standard. Il y a eu un petit incident à l'échangeur de Lonsin et on a vu que tout le ring nord était complètement saturé. Et donc parmi les difficultés qu'on pressent, c'est que ça c'est une photo qu'on peut avoir à un temps donné. On peut utiliser ce type de données aujourd'hui, des TomTom ou d'autres fournisseurs de données nous permettent d'avoir une vision d'ensemble comme celle-ci. La grosse difficulté, c'est comment on va extrapoler ces tendances à l'horizon 2030. Alors je vous dis déjà, c'est en toute humilité, on va se planter. Il n'y a aucune étude de planification qui a réussi à donner tout juste dans les perspectives de planification à 15, 20, 30 ans. Il y a 5 ans, on n'entendait pas parler de Blablacar. Blablacar, c'est une application qui permet de marier des déplacements qui sont compatibles pour que, plutôt que de faire ça en 2 voitures, on le fasse dans une seule voiture avec du covoiturage. Blablacar n'existait pas il y a 2 ans. L'année passée, ils ont transporté 600 000 personnes en Belgique sur 6 mois. Donc ça montre que c'est des changements qui peuvent venir très très vite. Il y a encore 3-4 ans, les GPS connectés, comme on les connaît, des Waze, des Google, des Coyote ou des TomTom n'existaient pas. Et donc aujourd'hui, la courbe d'adoption est extrêmement élevée et aux États-Unis, 90% des gens se déplacent rivés le nez dans leur smartphone ou leur GPS qui leur donne en temps réel la localisation des incidents, des radars, des fils, les petits itinéraires bison futés pour se faufiler par les quartiers. On n'en est pas du tout au même niveau de taux de pénétration pour l'instant en Belgique, mais une agglomération comme Liège, on estime qu'on ne doit pas être loin de 30-40% d'usagers qui s'en servent et on le voit très clairement. Dès qu'il y a un incident, on voit les reports de trafic qui sont quasi instantanés sur des voiries alternatives. Et donc toute la difficulté, c'est de voir quelle est la perspective de ces tendances, vers quoi on va. Et donc on ne va pas vous donner des chiffres précis parce que ça serait vraiment faux, ça serait trop présomptueux de notre part. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est que par rapport à l'échangeur de Cherat, que vous reconnaissez ici, l'échangeur de Lonsin, qui sont vraiment les 2 têtes d'articulation du ring de part et d'autre de l'agglomération, eh bien on va aller vers une tendance à avoir des
fil qu'on appelle structurel dans le jargon, c'est-à-dire que c'est plus lié à un petit problème. Le niveau de charge est tellement élevé que ces fils auront lieu quasiment en permanence. Si vous regardez ce qui se passe sur le ring à Bruxelles maintenant, les gens n'écoutent même plus les infotrafics. De toute façon, tous les matins, depuis 10 ans, c'est la même chose. Fil à Grun-Bigard, fil, etc. Donc les infos se suivent et se ressemblent. Et donc ça, c'est une des grosses craintes qu'on a parce que quand on regarde ce réseau en est-ouest, on n'a pas beaucoup d'itinéraires alternatifs. En gros, il y a un axe, un cordon ombilical qui est vraiment une espèce de colonne vertébrale du réseau qui va chercher l'autoroute de Bruxelles, qui va chercher l'autoroute côté Huy-Namur, qui va chercher celle côté Hasselt et puis plus loin Anvers, ou qui va chercher Maastricht, les Pays-Bas, ou Aix-la-Chapelle, l'Allemagne. Et donc, on a vraiment un cordon côté nord avec toutes ces autoroutes qui est très dense et tout vient se greffer sur ce ring nord. Et puis, on a un seul barreau vraiment structurant en nord-sud qui est la continuité de l'E25. Vous reconnaissez ici la descente de Tilf, le passage dans le tunnel de Cointe et on remonte pour aller chercher à hauteur de Anse cet échangeur de Lonsin. Donc, c'est ce qui explique ces gros accès autoroutiers, ces grosses concentrations d'axes très structurants, qu'on ait des problèmes de congestion. La carte ici, elle nous donne une tendance qui a été longtemps discutée avec les experts de la région wallonne en trafic, en mobilité, sur les perspectives horizon 2030. Et en gros, ce qu'on dit, c'est que à peu de choses près depuis l'aéroport de Bierzet, ici vous avez la descente de l'A604 qui va vers Serein. En gros, l'échangeur, on est juste ici à Sèvres, à côté de l'échangeur de Barchon. Donc juste depuis cet échangeur jusqu'à l'aéroport, on va avoir une congestion qui sera vraiment structurelle si on ne prend pas de mesures, bien évidemment. Donc là, on essaie de voir quelles sont les tendances si on ne mettait pas en œuvre les recommandations du plan urbain de mobilité. Autre élément important, c'est que le 25 atteint déjà maintenant sa saturation et cette autoroute est très très difficilement améliorable. Elle a été construite vraiment au chausse-pied dans un environnement très compliqué en termes d'insertion urbaine où on a vraiment des échangeurs très proches les uns des autres avec des pentes, on passe par-dessus à un moment donné le chemin de fer, après on passe sous la Meuse, on passe sur le pont sur la Meuse, après on passe sous la voie de chemin de fer juste derrière pour remonter dans la colline, donc très compliqué comme autoroute et pratiquement impossible de l'améliorer sauf à investir des budgets colossaux. Et donc pour l'instant ce réseau, cette ossature très forte sur cette espèce de croix est relativement faible. C'est ce qui explique qu'en fait on a énormément de congestion qui se disperse, qui va un petit peu envahir toute la ville. On voit pratiquement tous les axes autour et là on n'est pas rentré dans un niveau de détail qui nous permettrait de voir des voiries communales. Si on prend la rue d'Anse, rue des Français, entre on va dire Cora et l'axe N3, si on prend toutes les petites voiries ici, toutes ces voiries sont complètement sursaturées aujourd'hui, même chose à Grasselonne, à Saint-Nicolas, etc. Donc on a un vrai enjeu de maîtriser ces débordements du réseau routier. Poursuivre les tendances actuelles, c'est clairement pas vivable. Alors après, ce qui est important, c'est bien de se rendre compte que les tendances vont vers encore un peu de croissance. On n'arrive pas clairement à réduire complètement la voilure. Il y a deux enjeux, c'est que malgré que le schéma de développement de l'arrondissement est une approche très volontariste, on a par exemple un potentiel de, je pense, 600 000 m² de commerce si on continue à développer comme ça se fait aujourd'hui. Le SDAL nous dit non, on plafonne à maximum 85 000. Donc on voit que le ratio de réduction, de maîtrise de ce développement territorial est très très volontariste. Il a été approuvé ce schéma de développement par 22 communes sur 24, donc ça le légitime quand même pas mal. Et bien malgré cette approche hyper vertueuse, hyper volontariste, on se retrouve avec des charges qui continuent à croître globalement dans l'agglomération. On serait sur le ring nord avec de l'ordre de 15 à 20 000 véhicules par jour supplémentaires. Dans le tunnel de Cointe, de l'ordre de 10 000 véhicules par jour supplémentaires. C'est à peu près 10% de trafic en plus que ce qu'on a aujourd'hui. Rien qu'avec la croissance des projets internes à l'arrondissement. Donc là, je ne parle même pas de ce qui se passe aux Pays-Bas, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en province du Brabant wallon, de Namur ou du Limbourg, par exemple. Et donc, on voit que malgré cette approche volontariste, on a effectivement des croissances de trafic. Et donc, pour nous, le message, il est très clair. On ne peut pas se contenter de réfléchir aux 160, 170 000 déplacements supplémentaires qui vont être générés par ces nouveaux habitants, ces nouveaux pôles d'emploi. Vous savez que le zoning des Hauts-Sarres, par exemple, est en très forte
forte croissance, il y a des extensions prévues. L'aéroport de Bierzet, on a des annonces assez fracassantes. Alibaba, qui est un gros distributeur, un peu type Amazon, qui vient de Chine s'installer ici à Liège. Donc très très gros potentiel de flux. Et donc ça, c'est du très concret, très tangible. Eh bien, ils sont incorporés dans ces réflexions en termes de croissance. Mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous, les Liégeois, les 600 000 habitants de l'arrondissement, vous générez de l'ordre de pratiquement 2 millions de déplacements tous les jours. En moyenne, sur Liège, on a 1,8 million de déplacements. Et là, on prend que des déplacements qui sont à l'échelle du plan urbain de mobilité. Tout ce qui est interne à des zones, on va chercher son pain ou son croissant à quelques centaines de mètres ou à 1 kilomètre, c'est pas intégré. On est plutôt sur une valeur de 2,5 millions si on prend tous les déplacements locaux. Donc, c'est des chiffres très importants. Le message est clair. Si on ne change pas collectivement nos modes de déplacement, on va droit dans le mur. La congestion, le scénario catastrophe qu'on vous montrait en termes de congestion, il est inéluctable. Donc il faut que vous aussi, vous acceptiez ce caractère inéluctable et que vous acceptiez de changer. C'est clairement, il n'y a plus aucune agglomération en Europe qui échappe à ce phénomène. On ne peut pas seulement demander aux nouveaux habitants de faire des efforts, on doit demander aux habitants existants d'en faire également. Quelques mois avant de rentrer dans des mesures plus concrètes, donc le schéma de développement d'arrondissement a été approuvé, c'est vraiment constitué comme un socle. En gros, la région nous a dit, le volet territorial, vous le prenez, et puis maintenant on ne se déplace pas pour le plaisir, on se déplace parce qu'il y a des actions, des activités pour se rendre à son travail, pour se rendre à l'école, pour aller dans des loisirs, pour aller faire des achats, pour rendre visite à des gens. Et donc c'est l'aménagement du territoire qui nous dicte où est-ce qu'on a besoin de se déplacer, à quel moment, à quelle ampleur. Et donc, ces deux approches sont vraiment très fortement imbriquées. Il y a une directive européenne qui définit le contenu d'un plan urbain de mobilité, qui est donc un plan et programme. Ce plan et programme requiert un rapport sur les incidences environnementales. Ce n'est pas une étude d'incidence, c'est un rapport. Et ce rapport, il est également soumis à l'enquête. On y reviendra un petit peu plus tard. Puisqu'on a cette vocation de plan, la région wallonne nous a demandé de faire un rapport relativement concis. 150 pages, on peut nuancer le propos, mais c'est quand même pas un document de 600 pages. C'est clairement délibéré parce qu'il doit rester accessible sans décourager tout le monde. Après la 300e page, on sait tout ce qui se passe quand on a un livre comme ça sur notre table de chevet, on a un petit peu de peine à s'y attaquer. Et donc, c'était la même chose ici, on voulait un document qui soit synthétique. Certains sujets, certains développements ou approfondissements ont donc été repris dans le rapport sur les incidences environnementales, qui lui est plus libre, entre guillemets, en termes de contenu. Et donc, il est à la fois... Il traite des aspects environnementaux, mais il va aussi développer des sujets connexes, tels que des aspects financiers, des aspects de gouvernance, pour étayer quelque part, compléter la vision technique du plan urbain de mobilité. Alors, comment ce plan urbain est constitué ? Eh bien, vous avez ici simplement la page de table des matières de ce rapport, donc qui fait un bon 130 pages. Vous avez en vert tout ce qui touche à l'aménagement du territoire, à ce fameux schéma de développement de l'arrondissement. En bleu, tout ce qui touche à la mobilité. Parfois, on voit certains thèmes sont clairement mixtes et on voit bien cette imbrication des deux réflexions. Deuxième élément qui nous paraît important, toute la colonne de gauche, on est plus dans comment se situe la situation existante, quels sont les constats qu'on tire de la situation actuelle, quels sont les enjeux, les perspectives de développement, et puis on a des notions déjà ici qui sont un peu plus orientées en termes de territoire. Les mesures proprement dites, le plan d'action, c'est la colonne de droite. Alors bien sûr, on a besoin aussi d'avoir votre avis sur les hypothèses et les constats qu'on tire de la situation existante, mais très clairement, la plus-value de l'enquête publique, elle va porter sur les mesures. Est-ce que les mesures qu'on vous propose vous paraissent à la hauteur, vous paraissent adéquates? Est-ce qu'il faut aller plus vite sur certaines mesures, freiner d'autres mesures? Est-ce qu'on est bien cohérent dans la manière dont on aborde ces sujets? Ça, c'est aussi un élément qui est très important. Alors, quelques mots de ma collègue sur ces volets aménagement du territoire pour que vous puissiez faire le lien entre ces perspectives de développement et la suite des propositions. Merci Pierre. Voilà, donc comme Pierre Tacheron vient de vous le dire, ça fait maintenant quelques années qu'on travaille sur le territoire et certains d'entre vous ici nous ont déjà croisés dans d'autres cénacles. Et finalement, depuis 2007-2008, lorsque la première ébauche de plan urbain de mobilité avait été décidée d'être mise à l'étude par la région wallonne, on a commencé à se poser des questions.
Et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé, avec les 24 communes de l'agglomération, en travaillant par atelier, et encore une fois, certains d'entre vous s'en rappellent, on a réalisé à quel point les territoires étaient imbriqués et à quel point les mentalités avaient pu évoluer. Ce qui était encore à la fin des années 90 et au début des années 2000 comme une vision très paternaliste et individualiste des territoires, a montré ses limites, et en travaillant en face à face avec les différents élus, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de territoires qui étaient imbriqués les uns dans les autres, qui nécessitaient une vision globale. Suite à ça, ce plan urbain de mobilité a connu une vie qui n'a pas pu aller jusqu'au bout, et donc il y a 4 ans maintenant, la conférence des bourgmestres de l'agglomération de Liège, appelée Liège Métropole, a lancé un cahier de charges pour la réalisation d'un schéma d'arrondissement de l'agglomération liégeoise. Pour faire simple et pour ceux qui connaissent, une espèce de schéma de structure d'agglomération un peu plus light, je vais dire. Et c'est ce schéma d'agglomération que nous avons réalisé en travaillant, et je le rappelle, avec les 24 bourgmestres. Donc c'est vrai que c'était un travail un peu particulier avec les élus, et qui a permis d'aboutir à un vrai projet et surtout à des vraies ambitions. Et les débats ont été âpres, parfois douloureux, parfois contradictoires, souvent contradictoires, et on a pu arriver, et même s'il n'y a que 22 communes sur 24, ce qui est déjà pas mal, qui l'ont approuvé, je pense que c'était vraiment sur le fond, tout le monde était en tout cas d'accord sur ces ambitions. Et les ambitions, quelles sont-elles ? Il y en a 4, et on en a rajouté 2 au niveau du plan de mobilité. Elles ne sont pas très compliquées. Le but, c'est à un moment donné d'avoir une espèce de colonne vertébrale de l'action sur l'agglomération liégeoise. La première chose, et pour ceux qui sont un peu au courant, les chiffres ressortent régulièrement avec des hauts et des bas, mais on peut dire que les tendances restent, c'est la nécessité de créer du logement. Alors on dit bien du logement, on n'a pas dit du logement de luxe, on n'a pas dit du logement social, on a dit du logement. Donc ça veut dire toutes sortes de formes de logement pour toutes les populations de l'agglomération liégeoise. Il y a nécessité de créer du logement, et ces logements ont été estimés au nombre de 45 000 logements à créer. Comment répartir ces 45 000 logements sur l'agglomération liégeoise ? Le constat que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans la partie diagnostic du PUM, qui est repris du schéma d'arrondissement, le constat il est très clair. Et je pense que la réunion ici à Blény, où nous avons d'ailleurs travaillé, et dans d'autres communes limitrophes, vous le vivez au quotidien, la périurbanisation, l'ex-urbanisation a continué et continue d'être galopante. L'urbanisation des campagnes n'a pas encore cessé. Les lotissements, les nouvelles maisons qui fleurissent comme des champignons dans vos villages, vous les connaissez, vous les voyez. Et tous les problèmes qui sont générés par cette périurbanisation, vous les vivez. C'est une réalité. Et ça, malgré les bonnes intentions, malgré le fait qu'on sait qu'à un moment donné, il y a des problèmes, malgré le positionnement très clair de certains élus qui nous disent « Oui, mais attendez, nous, c'est bon là, on a donné, on perd notre ruralité, on détruit nos paysages, on n'en veut plus », les gens continuent à vouloir aller vers l'extérieur. Alors que fait-on ? Soit on a un scénario au fil de l'eau et on continue, et finalement la ville-centre et les noyaux périphériques comme Anse, Herstal, Seraing, etc. continuent de se vider, et la qualité de nos paysages, la qualité de nos territoires devient... Qu'est-ce qu'une agglomération avec un cœur qui se meurt et des campagnes qui n'existent plus ? Donc ça, c'est le scénario au fil de l'eau. Soit c'était le scénario, c'est terminé, on n'arrête plus 1 mètre carré dans les campagnes, plus 1 mètre carré dans la première couronne, on met tout à Liège, mais il faut savoir les mettre. Et puis il faut pouvoir les mettre, il faut avoir la volonté de les mettre. Donc le scénario qui a été retenu, qui est un petit peu un scénario à la Jacques Martin si vous voulez, c'est tout le monde a gagné, 15 000 logements à développer sur la ville-centre, Liège, 15 000 logements à développer sur la première couronne, donc ce qu'on appelle vraiment la couronne urbaine autour de Liège, donc Seraing, Herstal, Anse,
Et Fléron est dedans, oui, Fléron. Et puis 15 000 logements à mettre sur le reste du territoire. Alors tout le monde a gagné si on veut, mais toujours est-il que déjà rien que ça, c'est une très grande ambition, parce que pour vous donner un chiffre, on a rapporté ça en production de logements par an par commune. Liège, qui produit pour le moment 350 nouveaux logements par an, devrait en produire 750 pour remplir cet objectif de 15 000 logements. Donc il faut que la ville centrale prenne ses responsabilités aussi. La position dit c'est pas moi, c'est l'autre, c'est terminé. Chacun prend ses responsabilités. Ça, c'est vraiment très important de le rappeler aussi. Ça veut dire que certains territoires vont devoir freiner, et c'est une demande de la plupart d'entre eux. De toute façon, il y a des zones qui sont déjà bien remplies, et les dégâts aussi sont là. Et puis, il y a une réurbanisation, une reconcentration des choses à mettre en place. Ce que je vous dis là est tout à fait d'ailleurs dans la ligne du schéma de développement territorial de la Wallonie, qui est pour le moment aussi en enquête publique. Donc, la première ambition, Liège Métropole en 2035, c'est plus 45 000 logements. Deuxième ambition, Pierre Tascheron en a touché un mot tout à l'heure, la question du développement commercial. Vous êtes tous, et je suppose que vous venez des communes ici environnantes, soumis à ces développements champignons dans vos campagnes de centres commerciaux. Et quand on ne dit pas de centres commerciaux, c'est quelques boîtes à godasses, comme on dit, la proxy, le long des grandes routes, etc. On a créé encore clairement, sur ces dernières années, des centaines de mètres carrés de commerce. Si on continue la situation fil de l'eau dans les 20 ans qui viennent, comme on l'a développé ces 20 dernières années, ça veut dire que l'on développerait encore 600 000 mètres carrés de commerce sur l'agglomération liégeoise. 600 000 mètres carrés. On parle, nous, pour faire simple, le pôle Corarocourt. Vous voyez, la galerie, les boîtes à godasses autour, les quick, les machins, les bazars, ça c'est 85 000 mètres carrés. Donc ça voudrait dire que si on continue, comme on l'a fait jusqu'à présent, on peut encore faire 7 à 8 fois l'équivalent du pôle Cora sur l'agglomération liégeoise. Or, on sait bien qu'il y a une règle, c'est que quand on crée de nouvelles surfaces commerciales au jour d'aujourd'hui, ce ne sont plus que des délocalisations. Donc ça, voilà, on prend d'un côté, on remet de l'autre. Ce qui quitte Fléron et qui va à Barchon, ben voilà, on le sait, c'est des vases communicants. C'est comme ça. Donc, est-ce qu'on veut que ça continue ? Question. Donc, la question qui a été clairement assumée et le choix qui a été clairement assumé par l'agglomération, c'est de se dire stop totalement, c'est pas possible. On accepte encore maximum 85 000 logements et puis on s'arrête. 85 000 mètres carrés, pardon, et on s'arrête. Donc, une fois, si c'est nécessaire. Ça, c'est la deuxième ambition, donc le développement commercial limité à l'horizon 2035. Troisième ambition, la question des zones d'activité économique. Alors là, la question de savoir quel était le fil de l'eau ne s'est pas posée parce qu'en fait, il y a tellement de projets dans les cartons qu'on en a pour des années. Avec l'extension des Haussards, l'extension de Bierzet, les différents zonings qu'il y a à gauche à droite, on a suffisamment de projets de développement économique qui sont dans le pipe. Donc, on ne va pas les arrêter, ils sont dans le pipe, ils y sont. Mais qu'est-ce qu'on fait du reste ? Qu'est-ce qu'on fait des friches ? On descend la colline, on arrive sur quoi ? Sur Chertal. 200 hectares. C'est pas rien, 200 hectares. Rien que les sites Arcelor, c'est 320 hectares. On a un paquet de zones d'activité économique désaffectées à reconvertir. Qu'on le fasse. Donc la troisième ambition, c'est recycler les 600 hectares de zones d'activité économique d'ici 2035. Donc l'objectif, et on a demandé qu'il y ait un monitoring, on va voir s'ils le font, 30 hectares par an,
minimum. Alors, quand on dit recycler, c'est pas nécessairement pour refaire de l'industrie. Ça peut être pour refaire de l'habitat, ça peut être pour refaire d'autres choses. Il y a des tas de fonctions qui peuvent trouver leur compte, parce que souvent aussi, ce sont des sites extrêmement bien mis, des fois dans les cœurs de villes, des cœurs de villages, etc. Je prends Fléron, quand on voit l'abattoir, par exemple, c'est du recyclage de friches économiques, clairement. Et la quatrième ambition, et celle-là, elle nous tient vraiment particulièrement à cœur, parce que c'était nouveau. Il y a 2-3 ans, allez, 2 ans peut-être, mais 3-4 ans sûrement pas, la question agriculture, on s'en foutait. On n'en parlait pas. Si, on savait bien qu'il y avait un agriculteur et que, voilà, de temps en temps, on savait bien ce qu'il faisait, plus ou moins. C'est fini ce temps-là. Maintenant, la question de l'agriculture, elle nous concerne tous. Il y a des films qui sont sortis, il y a des débats qui sont venus sur la table, il y a des questions qui sont venues sur la table, et il y a des gens, et on est les... D'ailleurs, je vous invite à regarder le film Demain, après-demain, qui a été d'ailleurs diffusé la semaine passée sur la RTBF. L'agglomération liégeoise est pionnière. On est cité par Cyril Dion dans le film Après-demain. La ceinture alimentaire est pionnière dans la reconversion agricole de nos territoires. Et nous avons travaillé avec ces gens et nous avons intégré cette ambition-là dans le projet de schéma de développement territorial. Donc travailler sur la valorisation des terres agricoles, aussi bien en circuit traditionnel qu'en circuit alternatif, les circuits courts, mais ça veut dire aussi l'accessibilité à ces circuits courts. Ça veut dire aussi que quand on fait du maraîchage, qu'on puisse travailler avec de l'accessibilité aussi liée à la mobilité en place. Donc ces 4 ambitions territoriales, 45 000 logements, 15 000, 15 000, 15 000, le stop ou la limitation forte du développement commercial, la reconversion des friches industrielles et le travail sur l'agriculture alternative. 4 ambitions qui ont été votées par 22 conseils communaux de l'agglomération. C'est pas rien. Je pense qu'on peut déjà être un peu fier de ça. Après, on verra s'ils l'appliquent. Ça, c'est pas... Voilà. On enchaîne avec les 2 ambitions mobilité dont parlait Sophie, puis après on va rentrer dans des éléments plus concrets sur ce que contient le plan urbain de mobilité pour répondre à ces ambitions. Le premier élément, il peut vous paraître très très ambitieux, c'est la vision FAST de la région wallonne, fluidité, accessibilité, santé et sécurité routière. Le S a 2 composants et le T de transfert modal. Clairement, la région wallonne est consciente qu'on va droit dans le mur si on ne change pas ses comportements. Son objectif, c'est par rapport à une situation actuelle où on a 80% à peu de choses près de déplacements qui se font en voiture, de passer à 60% à peu de choses près. On est sur 1/4 à 1/5 des véhicules qu'on a sur nos routes aujourd'hui qui vont devoir changer de mode de déplacement si on veut s'en sortir. Alors évidemment, les modes actifs piétons de roues, les transports collectifs vont avoir un rôle à jouer très significatif. On parle d'atteindre 10% de part modale vélo. 10%, ça peut vous paraître énorme, on est à peu près à 2% à Liège. La plupart des villes dans le nord de l'Europe sont aujourd'hui à 20, 30, voire même, je ne parle même pas de l'exemple de Copenhague, où 50% de tous les déplacements se font à vélo. Donc l'excuse de venir nous dire « vous savez, en Belgique, il pleut tout le temps », ça me fait un petit peu sourire. Je ne pense pas que les pays du Nord soient réputés pour leur climat. L'excuse de dire qu'il y a des problèmes de pente, c'est un faux débat. Il suffit d'aller 2 heures de route d'ici ou de train, vous allez à Bonn. Dans la cuvette de la vallée du Rhin, vous verrez que les coteaux ne sont pas plus pentus ou moins pentus et les pentes ne sont pas moins longues qu'à Liège. Et vous avez déjà des parts modales vélo du niveau qu'on ambitionne ici, sans pour autant qu'ils soient tous à vélo électrique. Le vélo électrique va être vraiment un moteur, c'est le cas de le dire sans faux jeu de mots, pour accélérer ce passage à 10% de part modale vélo. Mais on doit, si on n'atteint pas 10%, on sature complètement le réseau routier. On rajoutera un 4e point, ça c'est un manquement dans le PowerPoint, sur le covoiturage. Aujourd'hui, le covoiturage reste encore relativement faible. Le nombre de personnes qui se déplacent à 2, à part pour le domicile école, où là effectivement on a souvent plus que, on a 1,5 enfants en moyenne par voiture, et donc avec l'adulte on est plutôt à 2,5. Le nombre de personnes qui se déplacent pour du domicile travail tout seul dans
dans une voiture conçue pour 4 à 5 personnes, clairement c'est ingérable. Et ils sont une partie du problème, mais ils sont aussi une partie de la solution. Et Liège doit clairement être plus ambitieuse que ces objectifs-là, parce que ces objectifs sont une moyenne wallonne. Liège a un potentiel d'aller plus haut que ces perspectives. Et ce qui est intéressant, c'est que ces chiffres-là, en gros, les villes françaises qui ont lancé des équivalents de plans urbains de mobilité, ce qu'on appelle les PDU, les plans de déplacement urbain en France, les villes qui sont vraiment emblématiques atteignent déjà ce type de proportion. Et puis l'autre élément, c'est qu'on a trop joué au jeu de fléchettes à Liège avec la mobilité. Tout était concentré sur le cœur. C'est pas un problème liégeois-liégeois. Hein. Toutes les agglomérations ont tendance à jouer cette espèce de centralisation à outrance. Et en fait, on en arrive à quoi? La place Saint-Lambert, le réseau bus est complètement saturé. La gare d'Aiguemin est complètement saturée. Tous les quais, toutes les voiries d'accès au cœur de la métropole sont complètement saturées. Et aujourd'hui, on voit que de toute façon, dans les faits, les joueurs, entre guillemets, ceux qui sont à la manœuvre en termes de développement économique, ne jouent déjà plus dans cette cour-là. Ils sont déjà dans une partie, entre guillemets, d'échec, forcément multipolaire, avec la reine qui est en train de combattre le fou dans un coin, et puis la tour qui est en train de combattre un pion dans un autre. Ça se joue plus de manière purement centralisé. Des développements très forts ont lieu, on l'a dit, le long de l'aéroport, dans des autres centres urbains que le cœur de Liège. Et donc, on doit répondre à cette polarité, ce fait qu'on ait plusieurs pôles qui se développent dans l'agglomération. Alors, vous retrouvez ici en fond de carte, toujours notre arrondissement, pour vous repérer l'échangeur de Charat et quelque part par ici, l'échangeur de Lonsin ici. Vous avez en filigrane en bleu la Meuse, la dérivation, le canal. Eh bien, la carte qui est dans le fond, c'est la carte des vocations territoriales. Donc l'aménagement du territoire, le schéma de développement nous dit forte densification dans le centre et dans des pôles comme Anse, Herstal, Fléron, des Serins, des Flémales. Et puis on voit des densifications un petit peu différentes, des codes couleurs plutôt liés à du développement d'emplois aux abords de l'aéroport, aux abords d'Herstal, dans toute la vallée de la Meuse, le gros site de Chertal, aux abords de Visé, etc., où on va en retrouver à Sprimont, on va en retrouver à Éouaille. Et donc cette carte des vocations territoriales nous dit qu'est-ce qu'on densifie pour quel type de fonction à quel endroit. Et par-dessus en filigrane, on retrouve 3 grands principes en termes de mobilité. Le premier, c'est de dire les zones les plus denses qui vont de Herstal à Chênay en passant par tout le sillon de la Meuse, mais également les coteaux les plus proches dans lesquels vous allez retrouver par exemple le CHR ou le CHC. Le CHU est un petit peu au Sartillement excentré. Lui, on sait qu'il est un petit peu moins connecté à ce cœur. Des pôles comme Fléron, comme Serein ou comme Anse, ces zones-là, aujourd'hui, peuvent atteindre un objectif très volontariste de moins d'un déplacement sur 3 en voiture. C'est pas du tout utopique, c'est clairement quelque chose qu'on rencontre dans toutes les villes françaises similaires dans lesquelles on travaille, et on est déjà à 50%. Donc l'effort à faire, c'est d'une vingtaine de pourcents pour baisser la part de la voiture. Le deuxième niveau, c'est en fait une tâche relativement importante qui inclut toute une série de paramètres. C'est en gros les bouts des lignes de transport en commun structurantes, les bouts des lignes ferroviaires structurantes pour l'agglomération, le ring, on en parlait tout à l'heure, les différentes antennes autoroutières, vous pouvez les deviner en filigrane, la nationale 63 qui draine toute la route du Condro. Donc on est dans un périmètre très dense, celui en gros qu'on voyait dans la petite carte au tout début de l'exposé avec le niveau de congestion de Google, dans lequel on a envisagé de travailler sur ce qu'on appelait une zone à haut niveau de service. Et tous les niveaux de transport en commun vont devoir sérieusement remonter. Ça veut dire que c'est dans cette zone-là qu'on va être très volontariste en termes de vélo pour atteindre à peu près au total déplacement à pied et à vélo de l'ordre de 1/3, 1/4 des déplacements. Dans cette zone, on va être très volontariste aussi en termes de transport en commun. En France, aujourd'hui, quand vous avez des axes structurants qui rentrent en ville, il n'est pas question que le bus attende à un feu. Il a une priorité absolue. Tous les feux sont programmés avec la télécommande des feux et le bus n'attend jamais dans l'entrée de ville. C'est exactement le contraire qui se produit pour l'instant à Liège. Il est englué en permanence dans les bouchons. Il faut que ça saute. Ces bouchons, pour les bus, doivent sauter. Et donc, on vise un bon 30% de déplacement en transport en commun, bus, train, etc. Vous avez déjà un potentiel énorme. Hein. Liège est au niveau de Gand en termes de transport en commun. À peu près 15-16% des déplacements domicile-travail sont faits avec le réseau bus. C'est de loin le plus gros réseau. Le réseau de Liège transporte 40% des Wallons. 40% sur la seule agglomération de Liège. Donc il est déjà relativement bon. Si ce n'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de bus, mais il n'est pas très structuré, très hiérarchisé. On y reviendra un petit peu plus loin dans la partie de l'exposé qui suit. Et puis on aimerait plafonner à moins d'un déplacement sur 2 en voiture individuelle.
Et puis enfin, dans les corridors qui nous permettent, par les vallées et par les axes autoroutiers, de rejoindre cette zone, eh bien là, on va viser quand même un léger accroissement des alternatives à la voiture. On sera quand même sur un 50-60% de déplacement voiture et on va viser notamment sur le train. Typiquement, il y a un potentiel important au niveau ferroviaire. Alors, un des gros soucis qu'on a d'une manière générale, c'est pas un problème wallon, hein. On a le même problème en France ou en Suisse ou dans d'autres pays dans lesquels on travaille, c'est qu'on est pauvre en données aujourd'hui. Jusqu'en 2001, la Belgique faisait un recensement fédéral où on posait la question à tous les ménages, comment vous vous déplacez, de quel endroit à quel endroit, pour quelle raison, quel est le motif de votre déplacement, à quelle fréquence, avec quel mode de déplacement. Donc on avait une vision qui était quasi exhaustive de la mobilité des Belges. C'est plus du tout le cas, mais c'est pareil en France, pareil en Suisse. Et donc aujourd'hui, on utilise d'autres données. Typiquement ici, la région a acheté des données auprès d'un opérateur téléphonique, Proximus, qui sont complètement anonymisées. Donc je vous rassure, il n'y a clairement pas de traçabilité, c'est pas Big Brother. On agrège les déplacements des gens qui sont faits grâce au smartphone. En gros, Proximus sait que vous vous êtes connecté sur les 3 antennes GSM qui sont ici. Puis qu'à un moment donné plus tard, votre réseau il a accroché d'autres antennes GSM. Donc c'est ceci, c'est pas très précis, mais ça nous permet de comprendre quasiment pour tous les modes de déplacement et tous les motifs de déplacement, combien de personnes se déplacent d'une grande zone à une autre. Et ça nous permet déjà de reconstituer un peu les principaux flux de déplacement. Cette carte, elle est assez intéressante parce que par rapport aux 1 800 000 déplacements dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien on se rend compte qu'il y a une grosse partie de ces déplacements qui est vraiment focalisée sur la partie centrale de l'agglomération. On est sur 85% sur cette fameuse zone à niveau de service qui est le deuxième niveau que je montrais sur la carte précédente. Donc vraiment, ça attire énormément de monde. Beaucoup de déplacements internes à cette zone, la très très grosse majorité, mais aussi des déplacements qui viennent par les différents corridors rentrer dans cette zone urbaine à haut niveau de service. Ces données, elles vont pouvoir être réutilisées par toute une série d'autres acteurs. Il y a notamment des modélisations de trafic qui ont été menées, on y reviendra pour le projet de liaison autoroutière à l'est de Liège, la liaison Serexes-Beaufaillier. Ils ont utilisé ces données aussi pour peaufiner l'origine et la destination des déplacements. Alors après, ce qui nous paraissait important, c'est qu'une fois qu'on a posé ce décor, quelles sont les mesures avant de se déplacer mieux, donc de choisir des meilleurs modes de déplacement qui soient moins problématiques en termes de congestion, en termes de pollution, en termes de sécurité routière. Il est crucial de se déplacer moins. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, on a des outils de gestion de la demande, sont tout passés en revue. On peut mettre en place des plans de déplacement dans les zones d'entreprise, dans les zones artisanales, les zones d'emploi, les grandes zones d'activité. On peut faire de même dans les pôles d'enseignement. La ville de Rennes, en France, par exemple, a écrété l'hyperpointe, vraiment le côté boîte à sardines que les étudiants rencontrent au quotidien quand ils montent dans le 48 dans les heures de pointe. Eh bien, ils avaient un peu le même niveau de problème sur leur métro. Ils ont écrété de 10 à 15% la pointe, cet effet boîte à sardines, simplement en décalant les ouvertures des amphithéâtres de quart d'heure, 20 minutes. Et donc ça peut paraître des petites mesures, mais ça peut avoir des effets très importants sur les hyperpointes de trafic. Aider les usagers à trouver des nouveaux outils de déplacement. Vous avez aujourd'hui à Gand un système qui s'appelle WIM, qui nous vient notamment des pays nordiques, et qui est très intéressant. Pour 50-60 € par mois, ce qui est vraiment peanuts, vraiment rien, vous avez accès au transport collectif, donc votre abonnement de transport collectif, au vélo en libre service, vous avez des accès à certains déplacements taxi, 2 à 3 déplacements par mois, vous avez accès à du train, donc vous avez un abonnement qui vous permet de choisir à la carte en fonction de vos déplacements pour ne pas dépendre de la voiture. Et donc ça, c'est typiquement des outils qui vont se développer progressivement, on les voit fleurir un petit peu partout en Europe. Les infos aux usagers, donc il y a toute une série d'outils, mais aussi par exemple de mettre en place des zones de télétravail, des outils de télétravail, des zones de partage de bureaux. Ça, c'est aussi des éléments qui se développent de plus en plus et on voit ces tendances maintenant se développer très très rapidement. Le piéton, je vais être assez bref parce que Didier Castan vous l'a dit en introduction, le piéton parfois ça se joue à une échelle d'1 centimètre, une bordure qui est trop haute de quelques centimètres, un trottoir qui est trop pentu ou pas assez pentu qui se retrouve avec de la flotte qui traîne, ça peut être à ce niveau-là. Donc ce niveau de finesse, bien sûr, on ne peut pas le traiter à l'échelle du plan urbain de mobilité, mais par contre, réaménager les espaces publics au profit du piéton. Pour donner un exemple très concret, Strasbourg affecte 1% de son budget tramway
aux piétons. Ça peut paraître rien du tout, mais un tramway coûte à peu près 25 millions d'euros du kilomètre. Donc on est en train de parler là de 250 000 euros investis dans la marche à pied sur chaque kilomètre de tramway qui est aménagé. Et ça, c'est crucial. Le projet de tramway à Liège est clairement dans cette philosophie. Il va refondre complètement 40 hectares d'espace public. Et donc, on va se retrouver avec des conditions de cheminement, de qualité, de confort, de sécurité piétonne qui vont complètement radicalement changer grâce au tramway. Et ça, c'est vraiment fondamental. Améliorer ces flux piétons. On ne peut pas espérer améliorer les transports collectifs si on se tord la cheville, si on se coince la hanche à chaque fois qu'on s'approche d'un arrêt de bus parce que les trottoirs sont mal fichus. Donc c'est très très important ces aspects d'aménagement piéton. Sur le plan vélo, beaucoup de mesures qui sont préconisées. Vous verrez qu'on propose plusieurs milliers de places de parc vélo. Je lisais récemment la gare de Gand. Aujourd'hui, c'est 10 000 places de parc vélo. On en a un bon millier à Liège. Donc, évidemment, on ne joue pas dans la même cour. Ils sont à 25-30% de part de déplacement à vélo. Mais clairement, on doit fortement progresser. On doit atteindre 3 000 places de parc vélo à Liège. Et il y a toute une série d'autres mesures. Mais par contre, ce qui me paraît important, c'est que trop souvent en Wallonie, on a entendu dire, la météo, j'en ai parlé, mais on a aussi entendu un espèce de mantra, l'œuf et la poule. Est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait des vélos pour faire des aménagements cyclables ou est-ce qu'on fait des aménagements cyclables en espérant que les vélos viennent? Cette question aujourd'hui, elle est complètement absconse. Très clairement, c'est démontré. Il y a énormément d'expériences concrètes qui ont été menées dans des agglomérations similaires. Dès que vous aménagez un itinéraire sécurisé et continue, pas question d'avoir 500 mètres de piste cyclable et puis quand on arrive dans le carrefour un petit peu compliqué, ouais, écoute, cycliste, tire ton plan, sors de ton vélo, tu le pousseras dans le carrefour. Ça ne marche pas. Il faut des itinéraires sécurisés, continus. Si on le fait, forcément, les vélos apparaissent. Surtout aujourd'hui grâce aux vélos électriques. Vous avez à portée de vélo du centre de Liège en prenant des critères français. Pas les critères allemands, hollandais ou Copenhague dont je parlais tout à l'heure qui sont des extraterrestres en termes de vélo. En France, en moyenne aujourd'hui avec du vélo électrique, c'est 7 km de trajet. 7 km de rayon autour de Liège sur des itinéraires cyclables dignes de ce nom, c'est 300 000 habitants. Donc ça veut dire qu'un Liégeois de l'arrondissement sur deux peut potentiellement aller vélo. Ça ne veut pas dire que tout le monde pourra. Après, il y a des contraintes physiques, on n'a pas tous la forme pour le faire, mais très clairement aujourd'hui, on peut aller chercher énormément de cyclistes, donc cet objectif de 15% de part modale vélo est tout à fait plausible à l'échelle de l'arrondissement. Au niveau transport en commun, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que on a un réseau qui est, je l'ai dit, relativement fort. Énormément de lignes de bus, une centaine de lignes de bus qui convergent vers cette zone au niveau de service, mais il est relativement complexe à comprendre pour l'usager. Je donne juste une petite anecdote. En partant de la gare des Guillemins, en allant dans une réunion au boulevard de la Sauvenière qui est ici, vous reconnaissez ici le tracé du futur tramway entre la gare des Guillemins et la Sauvenière, je monte dans le 48 sans trop me poser de questions, c'est le premier bus qui arrive là, je monte dedans. Arrivé à hauteur du pont d'Aravois, juste à hauteur du Carré, ici près de la rue Saint-Gilles, je clique sur le bouton pour ouvrir les portes et le bus fonce tout droit dans le carrefour de la Sauvenière, il continue tout droit à hauteur de la Trémie, il passe dans le tunnel et il me lâche à la place Saint-Lambert. Donc je vais vers le chauffeur, je lui dis mais j'ai appuyé sur le bouton. Et le gars qui me dit grand, on est dans le 48, le 48 il s'arrête quand même pas à tous les arrêts intermédiaires. C'est limpide. Comment est-ce que vous voulez qu'un usager comprenne que le 48 ne va pas s'arrêter à tous les arrêts intermédiaires? C'est impossible. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit améliorer la lisibilité pour l'usager qui n'est pas un étudiant, qui n'est pas un écolier. Eux, ils connaissent le réseau par cœur parce que bouche à oreille, ça marche très très bien. Mais l'usager lambda qui débarque à Liège, il est vite largué quand il voit 50 bus dans des pôles d'échange. On a certains pôles d'échange où il y a 20 lignes de bus. Comment voulez-vous que l'usager comprenne quelle est la ligne qui va l'amener à quel endroit? Et donc là, il y a des gros efforts à faire en termes d'amélioration de la lisibilité. Et pour améliorer, eh bien, on ne peut pas le faire sur ces 100 lignes de bus. Financièrement, techniquement, c'est strictement impossible. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est focaliser l'effort sur une quinzaine de lignes structurantes. Et ces 15 lignes, ça va être quoi? Le tramway, dans sa version longue, pour l'instant, il est prévu de Coron-Meuse et de Bressou, où on aura le terminus du tramway avec le dépôt, par la rive gauche jusqu'au stade du Standard. Il faut clairement qu'il aille chercher le ring, donc il aille jusqu'à ma campagne en traversant Herstal, et qu'il aille chercher la 604 et la vallée de la Meuse en allant chercher le pont de Serein. Ça, c'est crucial parce qu'on a là des pôles très importants en termes de transport en commun au pont de Serein, et puis là, on a un potentiel de captation d'usagers très élevé avec le ring. Et puis après, on aimerait renforcer
passer dans ce qu'on appelle du bus à haut niveau de service. Si je prends la Rolls des bus à haut niveau de service, c'est ce que vous avez à Metz. Metz, c'est pratiquement du tramway. Le bus à haut niveau de service, il faut vraiment faire attention qu'il n'a pas de rails dans le revêtement pour se rendre compte que c'est pas un tramway. En gros, on a remplacé les roues en fer par des roues en pneus ça permet quand même beaucoup de souplesse. Mine de rien, ça permet d'économiser un tiers des 25 millions d'euros du kilomètre dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est de loin pas négligeable. Et puis quand on a des grosses pentes très très marquées, c'est aussi assez intéressant pour monter sur les coteaux. Donc l'idée, c'est que la ligne 10 vers Fléron, on le voit ici dans cette structure. C'est une zone très grande avec plusieurs communes où il y a peu d'alternatives. Il n'y a pas de ferroviaire et il n'y a pas d'autres gros axes structurants. Donc on a un effet de NAS qui nous oblige à passer sur l'axe de la Nationale 3. Cette ligne doit être améliorée. De même que la 48. Là, il n'y a pas besoin de l'expliquer avec l'image de la bétaillère que je donnais tout à l'heure. Tous les étudiants attendent ce renforcement. Et puis il y a 3 autres lignes qui sont attendues. Une 133 vers Chênay, parce que là, on a vraiment un potentiel très important, très dense. En termes de clientèle, elle pourrait être au même niveau que la ligne 10. Une 112 vers le centre hospitalier, vers la gare d'Anse. Mais de l'autre côté, on a la ligne 12 sur la N3, et par analogie, on l'a appelée 112, de l'autre côté de l'autoroute, et qui viennent récupérer tous les échangeurs. L'objectif sur cette ligne, c'est d'avoir 3-4 gros parkings d'échange pour capter tout ce qui vient de l'autoroute en venant de Lonsin. Aujourd'hui, les fils remontent quasiment de Sainte-Marie jusqu'à l'échangeur de Lonsin à l'heure de pointe du matin. Il faut aller capter ces usagers par une alternative transport en commun forte qu'on n'a pas aujourd'hui. Et puis une 148 qui aura pour vocation d'une part de desservir toute la rive droite en ligne directe avec l'université. Liège nous dit très clairement notre potentiel maximum d'étudiants, il est là, parce que dès qu'on passe l'autre rive de la Meuse, on commence déjà à avoir un peu d'influence des universités de Bruxelles ou de Louvain-la-Neuve. Et donc on a une masse, notre centre de gravité pour la captation de nos étudiants, il est là. Et en fait, on oblige aujourd'hui tous les étudiants à passer en rive gauche pour aller chercher un transport en commun pour revenir en rive droite au Sartillement. Il faut qu'on améliore ceci. Donc voilà des exemples très concrets. Et puis à côté de ça, vous voyez qu'on a des nouvelles lignes de bus là où il n'y a pas de liaison ferroviaire, typiquement sur le plateau du Condro, la Nationale 63, avoir une ligne express qui permet aux usagers d'aller chercher tous ces quartiers sans devoir dépendre à 100% de la voiture. Et puis quelques lignes de rocade qui sont suggérées pour aller chercher ces gros pôles d'emploi périphériques qui sont en dehors de nos grands axes classiques, traditionnels en transport en commun. Donc ça, c'est des mesures assez fortes. Et puis derrière, ça veut dire que quand il y a un réseau relativement dense, comme on l'a à Liège, les usagers rarement vont pouvoir faire leur déplacement avec une seule ligne. Ils vont probablement partir d'un point A, emprunter la ligne 10, arriver, on va dire, au centre-ville, à Léopold, et puis reprendre le tramway pour aller un petit peu plus loin. Donc c'est logique de correspondance, on doit les faciliter. Et en gros, aujourd'hui, on a vraiment 2 très gros pôles de correspondance, Saint-Lambert et Guillemins, qui saturent. Et ce qu'on voit, c'est que dans toutes les agglomérations de cette taille, on ne peut plus concentrer à ce point. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, l'analogie de la cible avec les fléchettes. Là, il y a 2 zones où toutes les flèches arrivent. Ben forcément, tout est coincé en termes de transport en commun. Donc, il faut éclater ces pôles. Bressou, Coron-Meuse, le stade du Standard, le pont de Serein, on en a parlé, un nouveau pôle à Chênay qui n'existe pas. Il va falloir offrir aux usagers d'autres points de transbordement pour passer du train au bus, du bus au bus, du bus au tramway, etc., pour ne pas tout concentrer. Et il va aussi falloir garder en tête que toute la grande périphérie va rester à dominante très forte de la voiture, plus de 2/3 des déplacements en voiture, et qu'il faut offrir à ces usagers un moyen de transbordement. Aujourd'hui, si vous prenez une ville comme Nantes, c'est à peu près 8000 places de parking d'échange périphérique. À Liège, on vient d'en lancer un à Votem. Le tramway va nous en offrir quand même plus de 2000. Donc ça, c'est très significatif. On va faire un gros saut. La SNCB a des projets, la commune de Serein a des projets. Donc il y a déjà des éléments très concrets qui vont venir dans les 3-4 ans qui viennent. Mais clairement, l'objectif, c'est d'arriver à 20 parkings de relais et 10 000 places de parking d'échange à la grosse louche. D'accord ? Après, un des points qui nous paraît crucial, c'est que ça fait 20 ans que je travaille en Belgique. Pendant les 18 premières années, on m'a dit « faut pas être trop optimiste, il n'y a pas d'argent ». Depuis 2 ans, ça a radicalement changé parce qu'on a ce qu'on appelle la taxe Viapax. La taxe sur les poids lourds rapporte à la région wallonne 240 millions d'euros en 2017. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a clairement beaucoup d'argent pour faire des travaux routiers. Et vous le vivez au quotidien, on l'a tous vécu, énormément de travaux de chantier ces derniers temps. On rattrape beaucoup
de longues périodes de sous-investissement sur le réseau routier. Et là, la région wallonne est en train de faire de très gros efforts pour rattraper ce retard. Et on voit, il y a énormément de projets un petit peu partout dans l'arrondissement qui sont dans les cartons. Certains sont déjà lancés, certains sont en phase d'adjudication des entreprises, donc ça va très très loin. Et une des craintes qu'on a, c'est que ça c'est très vertueux parce que ça répond à des problèmes de sécurité routière, ça répond à des problèmes de congestion, mais ça va trop vite par rapport aux autres modes de déplacement. Et le risque, c'est que parce qu'il y a de l'argent sur la route et qu'on n'a encore pas assez d'argent pour les transports en commun, il y a un réel retard dans 5 ou dans 10 ans et qu'au lieu de se retrouver avec ce qu'on espérait, c'est-à-dire un quart de voiture en moins, on est un quart de voiture en plus parce qu'on a trop facilement répondu aux attentes de la voiture et pas assez investi dans ces mesures transport en commun et vélo. Ça, c'est vraiment fondamental de ne pas négliger ces aspects-là. Et donc, typiquement, dans les réflexions du plan urbain de mobilité, on préconise la mise en place de bandes réservées aux covoitureurs. C'est quelque chose qui est en train de se faire du côté de l'E411 vers le Luxembourg. On pourrait l'envisager, par exemple, entre, on va dire, Bâtisse et peut-être le raccordement de Sorexozeux-Beaufailly ou la zone de Barchon. On pourrait l'envisager entre Huy et à peu près à hauteur de l'aéroport. On pourrait l'envisager entre Warem et l'échangeur Ognou. Par exemple, pour vous donner des exemples concrets. Donc ça, c'est des mesures qui permettraient de réduire cette hyper-dépendance à la voiture individuelle et de favoriser, de privilégier ceux qui font l'effort d'aller à plusieurs dans les voitures. Il y a clairement des besoins de renforcer encore le ring. On a montré tout à l'heure, il est complètement saturé, ça c'est sûr et certain. Donc des portions qui vont passer à 4 voies de circulation parce que on a un élément très atypique sur ce ring, c'est la part de poids lourds. On n'a jamais vu des agglomérations avec autant de poids lourds. On bosse dans énormément de villes similaires en France, en Suisse. Il n'y a aucune de ces agglomérations où on se retrouve avec des 20 000 poids lourds par jour sur un ring. C'est vraiment énorme et donc on a besoin de renforcer cette capacité en lien avec ces flux poids lourds. Et puis il y a d'autres mesures qui sont prévues, c'est que la région wallonne a un plan qu'on appelle Intelligent Traffic System en bon franglais, donc le système de transport intelligent. Et l'idée, c'est de détecter les fils avant qu'on ait quelqu'un qui appelle le service de police, mais qu'on ait vraiment une détection automatique des incidents, des files d'attente, qu'on ait une gestion tronçon par tronçon de l'autoroute. Entre chaque échangeur, on voit ce qui se passe, on sait comment réagir quand il y a un incident, on sait comment dévier les gens et on sait les prévenir suffisamment tôt à l'avance qu'il y a un pépin et donc qu'ils doivent adapter, peut-être retarder leur déplacement. Et donc aujourd'hui, la région wallonne prévoit toute une batterie de solutions via les nouvelles applications. Ces fameux GPS connectés vont recevoir les infos et puis vous serez au bureau, vous recevrez une alerte. Habituellement, Google fait déjà ça. Vous prenez un Google Traffic, vous prenez un Waze ou vous prenez un Apple Plan. Ils sont déjà capables de vous dire habituellement, vous partez à 5h15 pour être chez vous à 6h moins quart. C'est le brol sur le ring, il y a eu un accident, vous allez perdre 1 heure. C'est peut-être le moment de finir ce foutu rapport que vous n'arrivez pas à finir, puis vous partirez dans 1 heure quand la situation se sera calmée. Donc des éléments proactifs comme ça, aujourd'hui, c'est plus de la science-fiction. Ça peut se faire et donc on va vers ce type de solution sur Liège. Un mot sur la liaison de contournement autoroutier à l'est, parce que ça, on y reviendra dans le rapport sur les incidences environnementales. C'est le seul point dans tout le plan urbain de mobilité qui a des incidences négatives en termes d'environnement. Ça, c'est clair et net. Et donc, ça veut dire qu'on s'est posé énormément de questions sur la pertinence de cette liaison, sur les plus-values qu'on pourrait en tirer si on l'a fait. Et parmi ces réflexions, ce qu'on a fait, c'est que là, vous retrouvez en schématisé une coupe, entre guillemets, en travers de la vallée de la Meuse. Donc, vous retrouvez la Meuse, la dérivation, le ring nord qui aujourd'hui est à 3 voies par sens, qui va passer à 4 voies par sens, et puis un certain nombre de liaisons qui sont parallèles à ces grands axes de trafic. Et bien, ce qu'on se rend compte, c'est que par rapport à une situation actuelle avec une quinzaine de voies, à peu près 270-300 000 véhicules par jour, un tiers de ces flux sont dans la vallée. Là où il y a le plus d'enfants dans les écoles, d'habitants, les quais de la dérivation, on leur a vendu du rêve avec le tunnel de Cointe en leur disant on va enlever énormément de trafic. On est passé de 60 à 40 000 véhicules jour en 2000 quand le tunnel s'est ouvert. On est revenu pratiquement à la case départ en termes de trafic en 15 ans. Et donc ça veut dire qu'on a énormément de trafic dans le centre. Et ça, très clairement, on ne peut pas continuer. L'Union européenne aujourd'hui vient harceler les pays, les États membres en leur disant on a une législation sur le bruit, une législation sur la pollution. Ça, vous respectez pas du tout. Et on commence à avoir des pays qui vont vers des astreintes environnementales parce qu'ils ne respectent pas cette législation. Donc on est obligé d'agir. Et ce qu'on constate, c'est que la rive droite va agir très rapidement. Le tramway va enlever la moitié du trafic sur les quais de la dérivation. Il y a des projets d'Axbus liés à la N4, la ligne 4 dans le quartier Saint-Léonard peut enlever de nouveau la moitié du trafic dans ce quartier. Il y a des projets de coupure de l'axe Rudence français pour reporter le trafic sur les 4 voies sur le ring. Donc là, on va vraiment vers quelque chose qui est parfaitement multimodal
multimodal, parfaitement dans l'esprit de la vision FAST, mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose de concret côté Est. Et c'est là que la question s'est posée, en quoi est-ce que les 2x2 voies qu'on créerait dans une liaison autoroutière pourraient apporter comme plus-value? Et très clairement, nous, le message est clair. Faire un schéma où on fait les 2x2 voies, on ne touche rien ici, ça, il ne faut pas. Ça serait une catastrophe, ça serait une hérésie, parce que vous vous retrouveriez très rapidement, comme ça s'est passé avec le tunnel de Cointe, un report naturel de trafic sur la liaison, et 15 ans après, tout serait de nouveau plein. Et donc, ce qu'on préconise, c'est de dire, quand on commence les travaux ici, il faut déjà commencer des travaux qui empoisonnent et qui ferment la capacité routière. C'est d'ailleurs prévu à hauteur de Bressou. Le SPE va canaliser le trafic en entrée de ville à hauteur de du Palais des Expos sur une seule voie de circulation. Mais clairement, à terme, et ça, la région Wallonne nous l'a clairement demandé, on veut tester qu'est-ce qui se passe si on met les quais de la dérivation à une voie de circulation entre le pont à Mercœur et le pont de Huy, par exemple, notamment pour pouvoir mettre des vélos, parce que pour l'instant, on ne sait absolument pas où les mettre, pour améliorer d'autres lignes de bus dans les quartiers, par exemple rue de Porto, pour assainir tous les coteaux de la Vestre, parce que ça, c'est quelque chose qui avait déjà été montré dans le premier plan urbain de mobilité. Toutes les voiries parallèles au tracé de Sorexeuse-Beaufailly avaient déjà des fameux problèmes de tuyauterie et de capacité avec du trafic partout. Ça s'est complètement exacerbé avec le niveau de congestion dont je parlais tout à l'heure. Donc pour nous, le message est très clair. Si on fait CHB, c'est dans une vision multimodale où elle nous sert à enlever des voitures là où elles nous empoisonnent le plus, pour les mettre dans un endroit où, effectivement, il y a des zones naturelles, mais où on aura moins d'incidence sur les bus, sur les vélos, sur les autres fonctions de la ville. C'est crucial. Si on ne fait pas ça, on se plante complètement d'objectifs. Voilà. Puis vous verrez, je ne veux pas être trop long parce qu'on a déjà un peu débordé le temps. Il y a certaines zones stratégiques sur lesquelles on a fait des fiches détaillées qui permettent de mieux voir. Ici, vous êtes à hauteur de l'échangeur de Chérade, vous avez les Haussards, la gare ferroviaire potentielle de Millemort qu'on espère réouvrir, les 2 antennes terminus du tramway à Coron-Meuse et à Bressou, et on a analysé 6 à 7 zones avec ce niveau de finesse pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut faire dans ces secteurs stratégiques. Et puis maintenant, on va passer à un volet qui est l'aspect environnemental de la réflexion. Merci Pierre. Donc effectivement, le plan urbain de mobilité, dans son décret, prévoyait d'être soumis à rapport d'incidence environnementale. Alors pour ceux qui font partie des CCAT ou d'autres organes, vous avez déjà vu ce que c'est qu'une étude d'incidence, vous avez peut-être déjà vu aussi ce que c'était un rapport d'incidence environnementale sur un petit dossier. Ici, c'est faire un rapport d'incidence environnementale sur un plan sur 24 communes. Donc, on a un petit peu dû composer et inventer une méthode. Alors, évidemment, c'est très important de revenir avec la notion d'échelle dont Didier Castagne vous a parlé tout à l'heure. On travaille bien à l'échelle de l'agglomération. Donc, on a des cartes au 100 millième. Les zooms les plus fins sont au 20 millième. Donc, on ne va pas aller dans des grands détails de relevés et d'analyse. Ce qui comptait pour nous, c'était d'identifier les grandes problématiques et surtout d'aller encore un cran plus loin. Parce que l'avantage, évidemment, quand on est auteur de projets de rapport d'incidence environnementale, c'est qu'on a une grande liberté de parole. Je vais dire, personne ne peut nous brimer. Donc, ce qu'on n'avait pas pu tout à fait dire très clairement dans le rapport du PUM, ou peut-être pas suffisamment comme on aurait voulu, on a essayé d'en rajouter une couche dans le rapport des incidences environnementales. Donc, c'est important de pouvoir lire les deux, parce que effectivement, il y a toute une série d'enjeux qui sont là et qui posent question, et que je suis sûre qu'ils vous posent question aussi. Alors, la structure du rapport, elle est assez classique. Elle suit l'arrêté. C'est d'abord, évidemment, toute une analyse du rapport, de diagnostic, etc. Et puis, pour chaque thématique, on va finalement analyser la situation actuelle, ce qui se passe au fil de l'eau, ce qui se passe dans un cas où le PUM est mis en œuvre et dans le cas où le PUM n'est pas mis en œuvre. Et puis faire toute une série de recommandations. Donc pour chaque thématique, on a fait ce genre d'exercice. Et alors, ce qui est vraiment important, c'est le chapitre 6 du rapport des incidences, que je vous invite à aller regarder, parce qu'évidemment, je ne vais pas pouvoir, il fait 200 pages lui, il ne vais pas pouvoir vous détailler tout ça. C'est d'évaluer, enfin le chapitre qui concerne l'évaluation de la situation environnementale si le PUM n'est pas mis en œuvre. Et ça, je vais dire, c'est un point très important. Je crois que Pierre vous l'a dit, ça fait des années qu'on travaille sur ce sujet-là. À un moment donné, l'urgence, elle est là. Il faut
que ce plan soit mis en œuvre. Il faut, sinon, voilà, le territoire va se déliter, la qualité va s'effondrer et on va tous suffoquer, tant au niveau de la congestion automobile que de la qualité de l'air, etc. Donc il faut que tous, acteurs politiques, citoyens, associatifs, etc., nous portions aussi ce document parce qu'il en va de la qualité et de la vie de chacun d'entre nous et de nos enfants. Donc voilà, je me permets d'insister sur cet aspect-là. Alors comme Pierre vous l'a dit, évidemment, et je suppose qu'il y en a certains parmi vous qui êtes particulièrement concernés par la question, c'est clair que le plan urbain de mobilité, dans ce que on vient de vous présenter, présente des grandes qualités au niveau de la défense de l'environnement durable, etc. On essaye d'aller loin dans plein de choses. La question qui reste, la question qui fâche, la question qui pose question, c'est toujours cette fameuse liaison Serexes-Zobofailly. Alors, soyons clairs, nous, dans le plan urbain de mobilité, nous n'avons pas pour mission de dire on est pour la liaison Serexes-Zobofailly. On a juste dit, et Pierre vient de vous le dire, je pense assez clairement, si on fait la liaison Serexes-Zobofailly, il faut faire plein d'autres choses avant. Et ça, c'est aussi important, et je suppose qu'il y a des représentants des associations ici, de le remettre en avant. C'est que la liaison Serexes-Zobofailly, c'est pas une fin en soi. Clairement. D'autant plus qu'elle présente des problématiques. Et je ne vais rien vous apprendre. On n'a pas rebattu les choses. Clairement, elle a un impact sur le paysage, elle a un impact sur la faune et la flore, un impact négatif. Ça, c'est évident. Notre travail n'a pas dit, mais non, on raconte n'importe quoi. Non, c'est évident. Pierre ne l'a pas dit tout à l'heure. On a travaillé avec BioLandscape Jean Blou, avec le professeur Grégory Mailly, parce que voilà, on avait envie d'avoir une expertise supplémentaire sur cette question-là. On a eu de gros débats en interne au consortium. Comment exprimer ces problématiques-là? Donc la question du choix environnemental de CHB reste fondamentale. L'autre question qui nous tient beaucoup à cœur aussi, et moi en tant qu'urbaniste évidemment je suis particulièrement sensible à ça, c'est la question de la périurbanisation. On le sait bien, la liaison ceci c'est la carte du potentiel foncier. On le sait bien que la liaison va traverser des territoires qui sont déjà urbanisés. Mais on sait bien aussi qu'il y a des tranches, je vois ici la zone entre le centre de Fléron par exemple et la liaison. Il y a déjà des années, quand on faisait le schéma de structure, il y avait déjà des spéculateurs qui étaient prêts à venir faire changer le plan de secteur. Évidemment, ça c'est le danger total. C'est à un moment donné se dire si cette liaison sert à faire de la périurbanisation, à continuer à construire encore et toujours, parce que les gens auront tellement facile de monter sur cette autoroute. L'objectif de densification, des 45 000 logements, de toutes les ambitions qu'on s'est fixées, il tombe à l'eau. Donc il faut aussi accompagner cela d'une intention très claire sur le gel foncier en dehors des zones constructibles autour de cette liaison. La liaison n'est pas là, n'est pas un outil de périurbanisation. Alors il y a d'autres outils qui le feront sans doute, notamment le schéma de développement territorial de la Wallonie, mais à notre échelle ici, sur l'agglomération, il y a plusieurs dangers. Il y a effectivement la question du paysage, la question de la biodiversité et la question de l'étalement urbain qui restent là, malgré tout, par belle ou par laide. Et avant tout, faire tout ce qu'on a dit, réduire les mobilités sur les quais, réduire la mobilité et aménager tous les systèmes qui ont été prévus dans le plan de mobilité pour pouvoir avancer par rapport à ça. Ça, ce sont nos recommandations. Alors, de manière plus générale, d'autres grandes thématiques, évidemment, qui ressortent régulièrement et d'autant plus ces derniers temps. Évidemment, la question de la pollution sonore. Bien, on vous l'a dit, plus il y a de voitures, plus il y a de bruit. Mais plus les voitures vont vite, plus elles font de bruit aussi. Donc la gestion de la maîtrise de la vitesse avec toute une série d'outils doit être une recommandation qui est impérative aussi pour limiter l'effet sonore de tout ce trafic. L'autre grande question, c'est la question de la pollution atmosphérique. Alors, il y a eu pas mal de sorties dans la presse ces derniers temps, notamment de Greenpeace.
on a été un petit peu embarrassé par rapport à ça parce que, en fait, on n'a pas vraiment de bonnes données pour faire ce genre de choses. On a un organisme en Wallonie qui s'appelle l'ICEP, qui est censé travailler là-dessus, mais il manque de moyens et on a un réseau de bornes de relevage, etc., enfin de relevés qui est assez insuffisant. Donc, on a des recommandations à faire à ça, mais les principales recommandations, finalement, sont très claires. C'est d'abord la mise en place d'un réseau de mesure. Tant qu'on n'a pas, au jour le jour, des bornes régulières qui disent où ça pose problème, et dans toute l'agglomération, pas seulement sur le quai de la Bovry et sur le quai des Ardennes, dans toute l'agglomération, on ne sait pas juger de ce genre de choses de façon pertinente, avec un maillage suffisant. Ensuite, à partir de là, créer une modélisation et une extrapolation. Donc on a travaillé avec l'ICEP et on s'inscrit dans ce qu'ils voudraient pouvoir faire. Autant aussi utiliser les gens qui sont là et qui bossent et qui pourraient travailler sur ces questions-là. Donc travailler sur la question de la modélisation et avec ça, de manière itérative, faire la vérification des mesures et des propositions que l'on a faites dans le plan de mobilité. Et puis alors évidemment, et ça c'est aussi un thème dont on parle beaucoup, la mise en place d'une zone basse émission sur le centre de l'agglomération. Ça nous semble important. Je repasse la parole à Pierre. Je vous rassure, je vais être beaucoup plus bref sur la fin, qu'on ait quand même du temps pour les questions. Je pense qu'il doit y en avoir. On a fait un modèle relativement simplifié qui va permettre à la région wallonne maintenant de fixer des caps, de faire des évaluations. Tous les 3-4 ans, un plan urbain de mobilité doit faire l'objet d'une évaluation. La difficulté, c'est de se dire d'où on part du premier projet de plan urbain mobilité il y a 10 ans. C'est à dessein, c'est vraiment important. On a 10 ans de retard parce qu'on n'a pas été capable d'approuver ce projet-là, qui avait déjà beaucoup de mesures très stratégiques en termes de transport en commun, en termes d'amélioration du Ring Nord, etc. Donc ces 10 ans de retard, on les a dans les dents et on les voit très clairement en termes de congestion, de croissance globale de la mobilité qui a continué à croître globalement, à suivre son petit bonhomme de chemin. Et donc les perspectives, on l'a dit, c'est 10% de trafic supplémentaire généré par l'arrondissement et à peu près 10% de trafic supplémentaire attiré par ce qui se passe autour de l'arrondissement. Et donc si on fait rien, on va passer d'un 2 millions de déplacements à 2,4 millions horizon 2030. Et ça, clairement, c'est une situation fil de l'eau qui n'est pas acceptable parce qu'on va se retrouver avec une baisse de la voiture très très marginale, un peu de covoiturage, le tramway, un peu de vélo, on voit apparaître du vert ici, puis c'est à peu près tout. Ça, c'est clairement pas faisable. Ce qu'il faut avoir en tête, on nous dit tout le temps il n'y a pas assez d'argent. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'argent pour les routes pour l'instant. Mais il y a énormément d'argent derrière cette mobilité-là. En gros, ce qui est intéressant, on vient de recevoir, il est sorti très récemment, un bilan qui a été fait par le Bureau fédéral du plan et le Service public fédéral mobilité sur la part que les ménages consacrent à leurs déplacements annuels dans les 3 régions en Belgique. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un ménage wallon dépense 4 500 € par année pour le post-transport. Sur ces 4 500, il va dépenser à peine 200 € pour le volet transport en commun, là où un Bruxellois qui dispose d'une très grosse offre alternative à la voiture ne dépense que 3 000 €, 50% de moins de dépenses, entre guillemets, c'est 50% d'argent qu'il peut mettre ailleurs. Hein. Et quand on sait que les salaires bruxellois sont plus élevés que les nôtres, c'est pas un problème d'accès à cette capacité de transport. C'est bien que, en gros, ils dépensent 600 à 700 € pour les transports en commun, mais cette mobilité leur coûte beaucoup moins cher que la voiture. Ce trait rose-là, à l'heure actuelle, les 66% des déplacements qui sont faits, tout mode de déplacement, tout motif confondu, en voiture, font dépenser par les ménages liégeois 1 milliard € par année. C'est ce que vous coûte votre mobilité individuelle. 1 milliard € dépensés par l'achat de votre voiture, par l'entretien, par les primes d'assurance, par le carburant, les services, etc. Et donc ce milliard d'euros, il est colossal. Et en fait, ce qu'on voit dans les exemples en France, c'est que quand on a enlevé 20% de part modale à la voiture, eh bien, c'est 20% de dépenses faites par les individus en moins. Et cet argent, il va où ? Globalement, soit ils améliorent leur qualité de vie en affectant ces dépenses à d'autres choses qui les intéressent plus, mais ce qu'on voit globalement, c'est qu'ils dépensent aussi plus dans les modes de déplacement alternatifs à la voiture. Et donc on est capable,
sans forcément parler uniquement des deniers publics, d'aller chercher de l'argent dans les poches des Liégeois en dépensant moins d'argent dans la voiture individuelle et plus dans les transports collectifs. Ça, c'est crucial parce que très clairement, les autres enjeux de congestion, les autres enjeux de pollution, ils ne pourront pas être résolus si on ne fait pas ça. L'argent, c'est le nerf de la guerre dans toutes les politiques de mobilité. Si on va dans une stratégie qui est celle de la vision FAST, effectivement avec une forte baisse de la part modale voiture au profit des autres modes de déplacement, on se rend compte qu'elle tient la route grâce à ce modèle qu'on a longuement validé avec différents acteurs de la région en termes de part modale vélo, en termes de part modale transport en commun. Elle tient la route, elle est parfaitement dans la ligne de ce qu'on fait des Grenoble, des Nantes, des Strasbourg, des Caen ces 10-15 dernières années. Il faut savoir que, pour donner un autre exemple, aujourd'hui, la région de Bruxelles-Capitale dépense 20% de tout son budget pour de la mobilité. Sur ces 20% affectés aux projets de mobilité au sens large, les 3/4 vont dans les transports en commun. Les 3/4, c'est colossal. Ici, en région Wallonne, on n'en est de loin pas dans ces proportions-là. Donner un autre exemple, on a des grandes villes en France qui ont dépensé 2 à 3 milliards d'euros sur 10 ans de mise en œuvre de leur PDU pour accélérer fortement les transports en commun. Ils ont été mettre 8-10 lignes de bus à haut niveau de service en place en 5, 6, 7 ans. C'est de cet ordre de grandeur-là qu'on a besoin à Liège pour rattraper au minimum 10 ans de retard depuis le premier plan urbain de mobilité, sans compter que le PCM de Liège en 99 disait déjà on va droit dans le mur avec le réseau bus. Donc on a vraiment 20 ans de retard sur les agglomérations similaires françaises et il va aller falloir chercher beaucoup d'argent pour réduire ce retard et pour répondre à nos objectifs de baisse au niveau carbone, sachant que cette baisse-là, elle n'est clairement pas au niveau de ce que les environnementalistes attendent. Si vous regardez les derniers rapports du GIEC, etc., c'est pas 25% de baisse de carbone qu'il faut faire, c'est 50 à 70% qu'il faut atteindre. Et donc, clairement, la mobilité ne pourra pas tout faire. Il y a de la technologie qui va devoir faire des éléments, il y a d'autres changements qui vont devoir intervenir, mais on doit aller vers quelque chose de très volontariste. Et un des enjeux, c'est les indicateurs. Donc, je vais être très bref là-dessus. On a des données type Proximus. Maintenant, on peut faire des enquêtes avec smartphone qui vont plus loin pour affiner ça. Mais il faut aussi aller chercher des enquêtes sécurité routière. Là, le SPOE au niveau direction des routes est très en avance sur ces technologies-là. Il y a vraiment des avances. D'ailleurs, on a des collègues suisses maintenant qui viennent regarder ce que fait le SPOE sur ces analyses sécurité routière parce que le SPOE a vraiment pris le taureau par les cornes pour assainir la sécurité routière. On l'a dit, qualité de l'air, faut améliorer. Finances publiques, on n'a pas encore une belle visibilité des dépenses publiques en matière de transport. Et donc ça, il faut améliorer ces aspects-là. Je vous demande encore 5-10 minutes d'attention sur les modalités de l'enquête et puis après on pourra passer au débat. Je pense même que je pourrais être un petit peu plus rapide sur les modalités de l'enquête publique. L'enquête publique, elle est en cours puisque vous êtes ici, puisqu'elle a débuté lundi dernier. Oups, non, si je vais dans le mauvais sens évidemment. Donc l'enquête publique, elle porte sur quoi? Elle porte sur le rapport proprement dit qui est ici et qui est disponible en ligne. Et elle porte sur le rapport sur les incidences environnementales qui est ce document-ci et qui est disponible en ligne aussi. Les autres documents qui sont disponibles en ligne, ils sont destinés à vous faciliter la vie, ce sont des résumés, des choses pareilles, mais c'est bien sur ces deux documents-là que porte l'enquête publique. J'espère que les exposés qui vous ont été faits vous ont convaincu de l'intérêt de lire les deux documents avant de répondre, parce que vous trouverez dans le rapport sur les incidences environnementales un certain nombre de précisions ou de propositions qui vont plus loin que ce qui est dans le rapport du plan urbain de mobilité proprement dit. Donc ça vaut vraiment la peine que vous preniez le temps, pas trop de temps comme je vous disais tout à l'heure, et s'il vous plaît ne répondez pas le 7 janvier, si c'est possible. Mais donc voilà, c'est sur ces deux documents-là que porte l'enquête publique. Les documents en format papier sont aussi disponibles dans votre administration communale. Là, évidemment, il faut que vous vous reportiez aux informations qui sont disponibles en matière d'heures d'ouverture, etc. Parce qu'évidemment, 24 communes, ça fait 24 modalités de fonctionnement différentes. Et par ailleurs, nous avons aussi organisé, pour les personnes qui éventuellement sont à la recherche d'informations beaucoup plus pointues, nous avons aussi organisé des permanences le lundi et le jeudi à l'espace Wallonie qui se situe au pied de la rue Haute-Saulnières à Liège. C'est le centre d'information de la région. Donc si vous avez des questions précises, vous pouvez soit vous rendre sur place, soit nous téléphoner aussi. Il y a un numéro de téléphone qui est à votre disposition.
les séances publiques d'information, dont celle-ci est la première. Donc tout le reste, je vous en ai parlé. Vous avez là le numéro de téléphone auquel nous sommes joignables le lundi et le jeudi. Donc le 04 250 93 26. N'hésitez pas, hein, on est vraiment là pour répondre aux questions. Faut pas, voilà. Et on est physiquement présent si vous voulez avoir accès aux documents. Donc c'est vraiment un outil à utiliser. Alors, en matière de... Si vous voulez prendre part à l'enquête publique et nous faire part de vos remarques ou de vos propositions, il y a 3 outils qui sont à votre disposition. Le premier, qui est un questionnaire, un formulaire de réponse en ligne par ordinateur, que nous vous invitons vraiment le plus possible à utiliser. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ça nous facilite très fort la vie. On reprend les questions, on les remet dans un tableau, on gagne énormément de temps. Vous vous rendez bien compte que si vous nous envoyez, à la limite, si vous nous envoyez un mail, on peut encore faire un copier-coller, mais enfin, c'est déjà moins bien structuré. Et si vous nous envoyez un exemplaire papier ou une lettre dactylographiée, papier, là évidemment, ce n'est pas interdit, on doit en tenir compte, mais on cherche vraiment à éviter autant que possible le recours à cette technique ancestrale parce que malheureusement, elle nous fait perdre du temps et je vous ai montré tout à l'heure que le temps sera extrêmement précieux et extrêmement compté à l'issue de l'enquête publique. Les permanences séances d'information, je vous en ai parlé. Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà allés sur le site. Vous avez sans doute déjà pu prendre connaissance des différents outils qui vous sont offerts. Je ne sais pas si ça vaut la peine de faire une petite démo du questionnaire, mais vous verrez que le questionnaire, en fait, très classiquement, découpe les documents en un certain nombre. Ben voilà, on va le voir ici tout de suite. Découpe tout d'abord le plan urbain de mobilité. Ah ben voilà. Voilà. On va revenir. Voilà, donc vous avez classiquement évidemment une identification qui vous est demandée. Et puis alors, on va mettre à peu près n'importe quoi. Ah, mais il faut tout mettre. Il faut tout mettre. Mais juste une lettre. Mais une lettre. Voilà. Voilà, alors si vous répondez, vous pouvez répondre soit à votre nom personnel, soit au nom d'une association ou d'un groupement quelconque. Ah, et oui, il fallait répondre, il fallait dire oui ou non. Ah oui, tout à fait, mais c'est bien fait. C'est bien fait. Et donc vous avez tout d'abord le rapport du plan urbain de mobilité lui-même qui est détaillé en un certain nombre, détaillé en un certain nombre de rubriques. Vous cochez les rubriques que vous voulez commenter. Vous n'êtes évidemment pas obligé de tout commenter, bien entendu. Imaginons que vous vouliez commenter les perspectives de développement territorial. Vous avez alors un écran qui s'ouvre et vous disposez, pour faire ce commentaire, de 1500 caractères, c'est déjà pas mal. Et donc c'est le même principe, d'une part pour le PUM et ensuite pour le rapport sur les incidences environnementales. Toute cette information, par voie électronique, nous est rapatriée régulièrement et ça nous permet déjà dès aujourd'hui de commencer à alimenter le document de dépouillement des remarques. Voilà, je vais maintenant vous passer la parole avec une petite précaution oratoire qui est de vous dire que l'objectif de la réunion d'information d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'information soit la plus claire possible. Donc notre objectif ici, c'est de répondre à toutes vos questions d'éclaircissement, mais l'objectif aujourd'hui n'est pas de faire de la salle ici un débat. Votre opinion, c'est de vous donner des outils pour vous forger votre opinion. Votre opinion, vous l'exprimez via votre réponse à l'enquête publique, mais nous n'allons pas ici débattre, faire un débat de fond sur toutes les questions qui vous ont été présentées. Par contre, nous allons prendre toutes les questions qu'il vous paraît utile de poser parce que vous voulez plus de précision sur tel point ou parce que y a une chose qui n'est pas bien comprise ou éventuellement sur laquelle vous avez une légère divergence. Mais le but n'est pas vraiment de faire un débat général. Voilà.